Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau rendez-vous de l'actu du 12 novembre. Nous vous proposons avec Jeanne aujourd'hui le thème « Quelles solutions pour les urgences hospitalières ?» Le collectif Interhôpitaux a appelé à une grande manifestation après-demain, le 14 novembre. Il s'agit d'une manifestation que l'on peut qualifier d'historique par le nombre de services d'urgence en grève aujourd'hui, 260 environ, soit le tiers des services du pays, et le soutien des Français à cette mobilisation à 92% selon un sondage Odoxa. Tout d'abord, que sont les services d'urgence hospitalière? Ce sont des services qui assurent la prise en charge des soins non programmés de toute personne se présentant en situation d'urgence. Cela représente en France 710 services ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ces services sont principalement assurés par le secteur hospitalier public. Ils accueillent chaque année 21 millions de passages par an. Ils viennent en complément des autres services de prise en charge des urgences que sont le SAMU ou encore le SMUR. Les difficultés que connaissent aujourd'hui les urgences ne sont pourtant pas nouvelles. Dès 1993, le rapport Steg dénonçait une sous-médicalisation des services et un manque d'attractivité pour les professions. Plusieurs mesures ont été adoptées depuis, telles qu'un effort sur la réduction des délais d'attente, une reconfiguration des locaux, ainsi qu'un effort porté à l'amélioration continue de la formation des personnels qui travaillent aux urgences. Pour autant, les services d'urgence ne semblent ne jamais avoir eu autant de difficultés à garantir une prise en charge de qualité aux patients. On peut notamment penser à la fréquentation des services, qui est en hausse constante, des prises en charge qui pourraient être évitées, et des moyens financiers humains qui ne soutiennent pas suffisamment la progression de l'activité. En outre, c'est plus largement l'organisation hospitalière ainsi que l'organisation au niveau territorial de l'offre de soins qui est aujourd'hui remise en question. Les pouvoirs publics ont pris conscience de cette crise. Ils ont proposé des mesures de revalorisation cet été pour une certaine catégorie de personnel hospitalier. Le PLFSS 2020, actuellement en étude au Sénat, comprend un certain nombre de mesures pour améliorer la prise en charge des urgences hospitalières. La ministre en charge de la Santé a également annoncé le 9 septembre dernier un plan de refondation des urgences hospitalières pour sortir durablement de cette crise. Dans ce contexte, quelles solutions et quelles mesures seront mises en œuvre pour assurer une prise en charge de qualité tout en maîtrisant les dépenses de santé aux urgences hospitalières? Dans un premier temps, nous allons voir que les politiques de santé qui ont été conduites ont mené à un manque d'anticipation des soins non programmés au niveau du territoire. Dans un second temps, nous verrons que les solutions passent par des solutions plus organisationnelles et structurelles pour sortir de cette crise des urgences de manière pérenne. Et enfin, que des leviers innovants et centrés autour des besoins des patients doivent être développés. D'abord, les politiques de santé menées ont conduit à une crise des urgences hospitalières. Cette crise s'explique par la hausse non maîtrisée de la demande de soins non programmés. Cette hausse a plusieurs explications. D'abord, un déséquilibre entre l'offre et la demande de soins non programmés. Au niveau de la demande, le taux de recours aux urgences est plus élevé aux âges extrêmes de la vie. Les plus de 85 ans représentent 44% des passages des 75 ans et plus, en cause notamment le vieillissement de la population et la chronicité des maladies. De l'autre côté, le taux de passage des jeunes de moins de 15 ans est également élevé, puisqu'il représente un peu plus de 25% du total des passages aux urgences. Ça, c'est pour la demande. Du côté de l'offre de soins non programmés, on constate un déséquilibre sur deux aspects. D'abord, au niveau des établissements, l'hôpital public assure 77% des prises en charge aux urgences et il y a également une très forte concentration des passages autour de quelques services, puisque 23% des structures accueillent 44% du total des passages. Et à côté de l'hôpital, on assiste également à une pénurie d'offres de soins non programmés au niveau de la médecine de ville.
ce qui s'explique par la répartition inégale des médecins sur le territoire, la sous-représentation de certaines spécialités, comme la pédiatrie, la fin de l'obligation médicale de garde, actée en 2002 du Code de déontologie, et puis l'aspiration des médecins à avoir une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ce qui explique en partie la réduction des amplitudes horaires de consultation. Les soins non programmés connaissent un manque de continuité. Il y a un réel cloisonnement des activités. Cela s'explique par des logiques différentes. La médecine de ville est guidée par la liberté d'installation des professionnels de santé, alors que la médecine hospitalière, et particulièrement des urgences, doit s'assurer de la continuité du service public. Elle est également contrainte par la déclinaison sur le territoire des politiques de santé. Si on revient à la médecine de ville, cette médecine de ville est elle-même cloisonnée. Si l'entrée par le médecin généraliste paraît une porte d'entrée évidente pour l'ensemble des patients, il est moins évident dans le cadre de soins complémentaires ou à l'adressage d'un spécialiste qui reste à la main libre du patient, qui peut se retrouver perdu ou subir un manque d'équilibre de présence des professionnels de soins sur le territoire. Ces raisons peuvent expliquer qu'aujourd'hui, les urgences sont identifiées comme un centre de soins de premier recours, alors qu'initialement, c'est un vrai porte d'entrée pour les urgences réelles. Enfin, la dernière raison qui peut expliquer cette hausse non maîtrisée des soins non programmés repose sur le financement des urgences, qui est complexe et a un effet incitatif sur l'activité. Ce financement se décline en 2 forfaits. Le forfait accueil-traitement des urgences, de 25 € par passage, et un forfait annuel urgence qui augmente selon le nombre de patients pris en charge lorsque cette prise en charge n'est pas suivie d'une hospitalisation en MCO. À titre complémentaire, certains services peuvent également bénéficier d'une dotation au titre des missions d'intérêt général, les MIGAC. Ce financement a un effet incitatif puisque par passage non suivi d'une hospitalisation MCO, le coût sera de 148 € par consultation, alors même qu'un patient qui aurait la même consultation en ville en secteur 1, par exemple chez son généraliste, devrait payer 25 €. Il en résulte un coût pour l'assurance maladie de l'ordre d'1,1 milliard. On a donc vu 3 raisons principales qui expliquent cette hausse non maîtrisée de la demande de soins non programmés. La difficulté d'assurer une continuité entre la ville et l'hôpital, le financement complexe et une offre qui ne permet pas de répondre à la hausse de la demande des soins non programmés. Nous allons voir qu'actuellement, dans ce contexte, les urgences hospitalières ne peuvent plus assurer des prises en charge de qualité. Tout d'abord, le nombre de passages aux urgences hospitalières a doublé en 20 ans. En 1996, il y avait 10 millions de personnes qui se présentaient aux urgences. En 2017, nous sommes désormais à 21 millions de passages. Dans ce même temps, les moyens humains n'ont pas suivi. En reprenant une période représentative de 2005 à 2009, où le nombre de passages a augmenté de 11%, on voit que les moyens de médecins n'ont augmenté que de 4%. Mais c'est également le mode de pratique de ces médecins qu'il faut étudier. De plus en plus de médecins travaillent à temps partiel. Actuellement, 77% des médecins travaillent à temps partiel, alors qu'il y a encore 5 ans, ils étaient à environ 45%. De plus, les hôpitaux ont subi des réorganisations internes, mais qui ont peu touché les services des urgences hospitalières, donc qui ont peu évolué depuis leur création il y a 60 ans. Les urgences hospitalières apparaissent ainsi de plus en plus comme un service de médecine de substitution. Si l'on prend les statistiques, environ 59% des patients viennent aux urgences en raison d'un manque d'accessibilité aux soins, à la fois géographique et financier. Selon les chiffres récents publiés par le ministère de la Santé, 43% des passages aux urgences pourraient être évités si les patients pouvaient avoir accès à une consultation le jour même ou le lendemain, que ce soit en cabinet ou bien dans une maison médicale de garde. Les urgences hospitalières apparaissent de plus en plus
essentiellement comme un service de médecine générale, puisqu'on constate une baisse de la densité démographique des médecins de ville depuis 2010, environ moins 10%. Enfin, considérons les conditions de travail en médecine d'urgence. Ce sont des conditions particulières. Bien évidemment, il n'y a pas de prévision de l'activité. De plus, il existe du travail nocturne. Mais c'est surtout la coordination du soin en aval qui fait défaut et qui crée une asymétrie entre les attentes des patients et le métier de médecin urgentiste. Les patients attendent une prise en charge adaptée et rapide en se présentant à un service d'urgence, alors que les médecins s'attachent à hiérarchiser les prises en charge de la réalité des urgences qui leur sont présentées. Nous venons donc de vous montrer que les politiques de santé menées ont conduit à constater aujourd'hui une crise des urgences hospitalières. Et selon nous, la réponse à cette crise passe essentiellement par des solutions structurelles, même si le volet financier n'est pas à exclure. L'alternative aux toutes urgences repose davantage sur une réorganisation des prises en charge qui sont adaptées aux besoins du patient, même s'il y a des mesures de revalorisation financière qui font partie de la solution. Les réponses qui sont apportées par la ministre de la Santé aujourd'hui peuvent se structurer en 2 temps. Le premier temps a été celui de la réponse immédiate annoncée en juin pour répondre à l'urgence de la crise des urgences. Et ces mesures étaient essentiellement d'ordre financier, puisqu'une prime forfaitaire de risque de 100 € a été octroyée aux aides-soignants ainsi qu'aux infirmiers. De la même façon, pendant l'été, la ministre a également donné la consigne aux directeurs généraux d'ARS de donner la priorité des investissements aux urgences. Le deuxième temps aujourd'hui est celui de la réponse plus structurelle qui doit être apportée pour permettre de prévenir une nouvelle crise des urgences hospitalières à l'avenir. Et la solution principale qui a été annoncée est l'annonce d'un plan de refondation des urgences d'un montant de 750 millions € d'ici 2022. La mesure principale de ce plan concerne la mise en place d'un service d'accès aux soins qui est un numéro de téléphone, le 116 117, et les citoyens qui ont besoin d'avoir accès à un soin non programmé pourront composer ce numéro afin de désengorger le 15. À côté de ce numéro de téléphone, un outil de cartographie en ligne va être également mis en place afin que les personnes puissent connaître l'offreur de soins le plus proche de chez eux. Les autres axes de ce plan concernent la mise en place d'une alternative complète en ville et l'amélioration d'une prise en charge de qualité aux urgences. À la fin du mois, Pierre Charly et Thomas Meignet rendront un rapport avec des propositions concrètes qui permettront d'enrichir les solutions qui ont déjà été annoncées par la ministre. La coordination entre la ville et l'hôpital est une des clés pour répondre durablement à la crise que connaissent aujourd'hui les urgences. Des outils sont déjà en cours de développement ou vont être amenés à se développer. Citons en premier lieu les CPTS qui visent à organiser une médecine de ville coordonnée au sein d'un même site, permettant d'avoir un accès de soins sur un même lieu physique et mieux coordonner les soins des patients. Dans un deuxième temps, le déploiement du dossier médical partagé doit permettre d'améliorer le suivi des patients et améliorer l'efficacité des diagnostics. Mise en lumière par le plan de refondation de l'hôpital annoncé par la ministre en charge de la Santé, les maisons de garde ainsi que les hôpitaux de proximité doivent permettre de proposer une solution de proximité sur le territoire pour l'ensemble des patients avec une offre de soins qui se veut accessible, lisible et complète. L'ensemble de ces outils vont être mis en coordination ou en musique avec les récents projets territoriaux de santé gérés par les ARS. Cependant, la temporalité de déploiement de ces outils n'est pas encore connue et probablement que des aides financières supplémentaires vont devoir être présentées au service des urgences dans le temps de la transition.
Les propositions qui concernent les urgences hospitalières à proprement parler concernent à la fois la prise en charge et également le financement des urgences. Au niveau de la prise en charge, des expérimentations menées par les hôpitaux sont favorisées. On peut par exemple citer le centre de consultation et de soins urgents qui a été mis en place au groupe hospitalier Nord-Essonne pour désengorger son service d'urgence. Au début du mois, le CHU de Saint-Étienne a également mis en place une structure alternative entre à la fois le cabinet médical de ville et les services d'urgence. La deuxième piste concerne la coordination avec les soins d'aval et les groupements hospitaliers de territoire, les GHT, auront l'obligation de mettre en place un plan d'action pour offrir une solution en aval après les passages aux urgences. Troisième piste de réorganisation, la rentrée des infirmiers en pratique avancée en 2020, qui seront habilités à pratiquer des actes médicaux et permettront ainsi de libérer du temps aux urgentistes. Enfin, un amendement au PLFSS de 2020 a été déposé sur les soins dentaires afin qu'un patient aux urgences puisse également être pris en charge au titre des soins dentaires. À côté, au niveau du financement, donc on a bien vu que le financement aujourd'hui n'avait pas un effet assez porté sur la régulation et c'est pourquoi le député Thomas Mesnier a déposé un amendement afin de réformer le système de financement et de proposer une dotation régionale qui tienne compte des besoins des populations au niveau de la région ainsi que de l'offre de soins sur le territoire et de l'intensité des prises en charge. La sortie de crise des urgences demande une réflexion un peu plus globale. Pour cela, nous vous proposons d'étudier des solutions qui ont été issues de problématiques de nos voisins européens. Prenons par exemple l'exemple des Pays-Bas, qui a contraint les médecins libéraux de se regrouper en coopératives et dans le même temps les a contraints à assurer une permanence nocturne de garde obligatoire. En parallèle, ils ont également instauré un tarif dissuasif de presque 400 € lors d'un premier passage en hôpital. Du côté du Danemark, c'est les patients qui ont été contraints à appeler une plateforme de téléassistance avant de se rendre aux urgences. En parallèle, le Danemark a fortement investi dans ces plateformes, mais également dans l'hôpital sous forme de plateaux techniques et de télémédecine. La Belgique, elle, a mis ses efforts pour utiliser le moyen de téléphone d'urgence qui est le 112 pour également faire une orientation vers les soins de premier niveau. On le voit, l'ensemble des solutions trouvées par nos voisins européens n'est pas forcément calcable strictement au contexte français. Cependant, les propositions de notre politique nationale reprend un certain nombre de solutions adaptées à notre contexte. D'autres actions sont déjà ou pourraient également être mises en place pour cibler les populations qui ont le recours le plus important aux urgences. Si l'on prend l'exemple des personnes âgées, le gouvernement a affiché un objectif de 0 passage aux urgences qui reposerait notamment sur la hausse du personnel soignant en EHPAD ainsi que sur le développement de la télémédecine pour prévenir en amont le passage aux urgences. Également, Pierre Carly et Thomas Mesnier ont proposé d'admettre directement en service une personne âgée qui arriverait et donc de ne pas d'abord l'admettre au passage aux urgences. Ensuite, en ce qui concerne la chronicité des maladies, on peut penser qu'une meilleure prise en charge également en amont permettrait de prévenir le passage aux urgences des malades chroniques et outre l'aspect coordination ville-hôpital, le développement de pratiques avancées à l'égard des infirmiers permettrait également de libérer du temps pour les médecins. Enfin, le troisième public que nous souhaitons évoquer concerne les personnes vulnérables, puisque ce sont celles qui ont des difficultés particulières en termes d'accessibilité géographique et surtout financière aux soins. Et à ce titre, la réforme de la C2S qui a été mise en place, qui est une fusion de la CMUC et de la CS, devrait notamment permettre de rendre leur parcours de soins plus accessible et de simplifier l'accès à une couverture complémentaire santé. Enfin, d'autres leviers, parfois innovants, sont probablement à développer. Nous parlons de l'e-santé,
Donc, nous entendons par là la télémédecine, la téléconsultation ou la téléexpertise, qui sont actuellement balbutiantes en France, mais qui permettraient d'éviter un recours aux services d'urgence non souhaités. Il y a également la mise en place d'outils qui permettent de connaître en temps réel le nombre de places en aval pour permettre une meilleure fluidité au niveau des services des urgences. On peut également évoquer les nouvelles technologies dans le sens de l'intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic ou encore les sciences prédictives qui permettent d'anticiper les flux des personnes qui se présentent aux urgences. Ceci pour conserver ou améliorer le temps médical proposé par les médecins aux patients. On peut s'interroger aussi sur les modes de management actuellement à l'hôpital. Aujourd'hui, très descendant. Peut-on s'interroger dans un certain cloisonnement du fonctionnement de l'hôpital entre la partie administrative et médicale, et même dans la partie médicale, se poser la question si l'ensemble des corps seraient mieux amenés à discuter entre eux et prendre des initiatives pour permettre un meilleur accès aux soins et une meilleure réponse aux patients. Et peut-être même faudrait-il inscrire le patient dans cette démarche. Pour conclure, nous pouvons constater qu'aujourd'hui, la crise des urgences hospitalières est à cette ampleur que nous connaissons parce qu'elle concentre la plupart des critiques qui sont imputables au système de santé de façon plus générale. Le manque d'accessibilité géographique et financier, la hausse des inégalités d'accès aux soins et un cloisonnement entre la ville et l'hôpital, ainsi que des conditions de travail du personnel soignant et en particulier paramédical qui sont extrêmement difficiles. Selon nous, la solution passe essentiellement par des solutions plus structurelles, notamment au niveau de la coordination ville-hôpital, qui permettrait de fluidifier le parcours de soins du patient et de prévenir en amont un passage aux urgences. Nous vous remercions de votre attention.